Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons de sillonner le Morbihan, au sud de la Bretagne. Un pays où les gens sont fiers de leur terroir et de leur histoire. Votre visite commencera par la Ria d'Etel, sa petite île de 5 ados au charme fou. Et ses rivages qui vous proposent autant de trésors pour les yeux que pour les papilles. Je me sens mieux déjà. Ah, une cure de jeunesse. Hein? Puis, nous vous emmènerons découvrir les richesses de l'arrière-pays. Vous pourrez y admirer le légendaire lac de Guerlédan comme vous ne l'avez jamais vu. Ainsi que le château de Josselin qui vous racontera son histoire prestigieuse. C'est un château tout en granit, bâti dans les années 1500 par notre ancêtre Jean II de Rohan. Pour finir, vous partirez à l'abordage des îles du golfe du Morbihan. Première loge. Ah oui, c'est un endroit On a une vue extraordinaire. magnifique. Ouais. Illure-la-Sauvage et son hameau pittoresque. L'énigmatique Gavrinis et son monument de pierre unique au monde, décoré de mystérieux symboles. Ces lieux magnifiques, vous allez les découvrir avec ceux qui les aiment, les animent et les protègent. Pour commencer votre balade en Morbihan, nous vous proposons de vous faire découvrir les gens et les paysages de la Ria d'Etel. Un petit paradis entre terre et mer qui fleure bon la Bretagne. Une sorte de vallée profonde envahie par la mer qui forme une baie paisible où chaque petit coin est une pépite. Pour nous guider sur les rives de cette ria, qui est une des perles incontournables du Morbihan, nous allons suivre les pas de Gilles Servat, un gars du coin comme on dit ici, amoureux de sa région et chanteur bien connu des Bretons. Il est notamment l'interprète de la Blanche Hermine, l'hymne officieux de la Bretagne. La voilà la Blanche Hermine, vive la mouette et la chon. La voilà la Blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Suivons Gilles au cœur de la Ria d'Etel, sur l'île enchanteresse de Saint-Cado. Cet ancien port sardinier est une étape obligatoire dans la région. Pour vous y rendre, il vous faudra passer le pont qui le relie à la terre ferme. Mais avant de pénétrer sur l'île, arrêtez-vous sur cet étroit chemin de pierre pour admirer la vue et cette adorable petite maison. Alors Olivier, profite du beau temps. Ça va Gilles? Ouais, et toi? Ouais. Olivier habite sur Saint-Cado depuis 40 ans. Moi, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, je pense qu'on est tous les deux pareils, c'est la lumière. Ah ouais, la lumière, super. C'est extraordinaire. Ces volets bleus ont toujours fait partie de son paysage. Cette maison-là qui sert beaucoup pour les photos et tout, Ouais. c'est l'image, Ouais. l'image de Saint-Cado. Mais je sais même pas comment elle s'appelle. C'est l'île de Nichterguer, c'est-à-dire c'est la maison de l'huître. Ah, Nicht. Voilà. Nicht, c'est l'huître, oui, d'accord. La maison de l'huître, parce qu'il y a environ 80 ans, on continuait à faire l'élevage d'huîtres. Et il y avait les parcs à huîtres tout autour de l'îlot. On travaillait l'huître dans la maison et c'était en même temps la maison du gardien.
Aujourd'hui, Nichterguer est surtout un plaisir pour les yeux des visiteurs qui viennent de très loin pour l'admirer, car sa réputation a largement dépassé les frontières. Cette maison est vendue, si tu veux, dans tout, on va dire presque dans le monde entier, en carte postale, en poster. C'est assez extraordinaire. Ouais, je l'ai chez moi d'ailleurs. Ah bon? Ah oui, ouais. On retrouve cette maison en photo dans les aéroports, à Hong Kong, à Roissy. On voit à Roissy une grande photo de cette maison en disant « Préparez votre retraite ». Ah ouais? C'est pas extraordinaire ça? Préparez votre retraite. Excellent. Olivier n'a pas attendu sa retraite pour s'accrocher à cet endroit magique comme une bernique à son rocher. Il connaît chaque recoin de l'île depuis sa plus tendre enfance. Dans la charmante chapelle de Saint-Cado, il y a même vécu l'un des plus beaux jours de sa vie. De passer à cet endroit, ça me rappelle d'extraordinaires souvenirs. Ah oui. J'ai eu la chance de me marier en 72 dans cette chapelle. Ah super. Et je te assure que ça porte bonheur. Ah ouais, je veux bien te croire. Au fond de cette chapelle du XIIe siècle, impossible de manquer ce somptueux vitrail. Tu vois, ce vitrail de 1960 représente la légende de Saint-Cado. Saint-Cado, l'un des saints les plus populaires de Bretagne, aurait vécu une partie de sa vie ici. Au VIe siècle, les fidèles étant très nombreux à venir l'écouter, il aurait eu l'idée de faire construire le pont situé à l'entrée de l'île. L'histoire raconte qu'il fut aidé par le diable en personne. Le pacte qui était passé entre Saint-Cado et le diable lui avait dit « Tu me feras cadeau du premier être vivant quand j'aurai construit le pont ». Et Saint-Cado a berné le diable en y faisant passer un chat. Tel fut prix qui croyait prendre. Cette légende insolite n'est pas la seule que renferme cette chapelle. Sur le bas-côté, un drôle de cube en pierre a aussi son histoire. Ah mais ça je connais là. Et ça c'est la fontaine miraculeuse. Ouais. Et on met sa tête dedans. Je le fais chaque fois que je viens ici, je mets ma tête dedans. Ouais. Parce que ça fait du bien aux oreilles. Oui, ben oui. Et il paraît qu'on peut entendre le ruissellement de l'eau dans la pierre. Alors je vais voir si je l'entends. Parmi les pèlerins qui passaient autrefois par Saint-Cado, les malentendants cherchaient ici la guérison miraculeuse. Tu entends quelque chose? Oui. C'est très bon pour le chanteur que je suis. Ça me permet d'avoir une oreille plus fine. Quittons Saint-Cado et passons de l'ouïe au goût. Sur l'autre rive de la Ria d'Etel, à Plouhinec, la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Thierry, boulanger-pâtissier de talent, va préparer avec Gilles une de ses spécialités. Ah, bonjour Gilles. Comment ça va? Comment vas-tu depuis ces bien. longues années? Qu'il travaille avec un ingrédient secret récolté dans la région. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je suis en train de préparer un sablé que j'aimerais te faire découvrir. Un sablé, ma spécialité, les sablés à base de beurre, à base de fleurs de sel, bien évidemment, et d'un produit un peu nouveau, la spiruline. C'est ça là? C'est ça, voilà, c'est cette petite pâte verte là qui est très intéressante à travailler et qui demain sera l'aliment de nos enfants, de nos petits-enfants, de tout le monde. Voilà. Il y a un petit peu de d'iode, ça sent très très bon. C'est microalgue, c'est un micro-organisme dans l'eau. Et par filtrage, on récupère une petite pâte qui s'appelle la pâte à spiruline. Cette spiruline, en fait, elle est très riche en protéines, jusqu'à 73% de protéines dedans. Donc, c'est vraiment un aliment de demain qui va pallier à tout manque de nourriture, surtout dans les pays sous-développés, en Afrique. Les enfants qui sont mal nourris, en fait, on va les nourrir à la spiruline pendant 15 à 20 jours et ils vont reprendre leur état physique normal. Ah oui. J'ai plein d'amis qui utilisent ce produit-là le matin en yaourt, juste à mélanger dans un yaourt pour passer la journée. Ah oui. Juste passer la journée, voilà, comme ça on a des aliments, des aliments nutritifs pour le matin. Et pour On aura moins de pain. Je ferai la spiruline. Ouais. J'ai hâte de goûter ça. C'est toujours aussi gourmand. De voir de voir comment tu fais. Allez, il est temps de mettre la main à la pâte. La recette commence sans surprise avec un ingrédient incontournable dans le Morbihan.
Pour forcément réaliser cette pâte, bon, on est en Bretagne, donc un bon beurre demi-sel. En petite quantité, bien sûr. On continue avec le petit plus de Thierry sur cette recette. Obtenir un sablé supérieur, c'est ma technique de sablage. En fait, je vais incorporer un jaune d'œuf cuit. On pourra voir tout à l'heure que ça augmente le sablage et le croustillant du sablé. On ajoute de la fécule de pomme de terre, du sucre glace, de la fleur de sel et on pétrit. Vous remarquerez au passage la couleur verte apportée par la fameuse spiruline. On met tout cela en forme et avant de mettre au four, Thierry ajoute un dernier détail plutôt étonnant. Donc maintenant, Gilles, on va prendre les sablés qui sont détaillés et refroidis et on va les tremper gentiment dans la poudre d'huître. C'est de l'huître qui a été transformée en poudre pour décorer le sablé. La coquille d'huître. La coquille d'huître, tout à oui. fait. Ouais. D'accord. Voilà. Pour décorer le sablé, puis lui apporter un côté esthétique intéressant. Après quelques minutes au four, les sablés ont certes perdu leur couleur verte, mais se sont transformés en appétissants petits palets. Allez, Allez, on va se partager ce fameux sablé. merci. Voilà. Allez, à la tienne. À la tienne, Yamat. Yamat. Tu as vu comment ça fond en bouche? Ouais. C'est très croustillant. C'est plein de beurre. Une légèreté. C'est bon. Incroyable. Merci. De rien, avec plaisir. On s'en lèche les babines. Les gourmandises de Thierry ne sont pas les seuls atouts du petit village de Plouhinec. Sur le sable doré de la Ria d'Etel, à la plage du Magoire, vous ne pouvez pas manquer une des plus impressionnantes curiosités du coin. Le cimetière de bateaux du Magoire, un lieu plein de poésie où vient souvent se ressourcer Rémi. Alors Rémi, Bonjour Gilles. ça va? Ça va mon Ouais. collègue? Oui. Ça très bien. roule, ça va, Ouais, ça ça va. roule, ouais. Oui. Quel bel endroit, hein. Je trouve ça très très beau, surtout dans le soleil, là, les ombres. Ce lieu est quasiment sacré pour Rémi qui a toujours vécu au Magoire. Vous n'êtes pas d'Etel, vous êtes du Magoire, vous. Ah oui, moi je suis natif du Magoire, né au Magoire, c'est sûr. Oui, oui. Et vous êtes né où au Magoire? Au Magoire, je suis né à 3 mètres de l'eau. C'était juste sur le quai, là. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Tout enfant, tout gosse, on avait besoin de personne pour nous apprendre à nager. Ah non, oh là là. Une certaine nostalgie se dégage de ces grandes carcasses qui sont là depuis plus de 50 ans. En les admirant, on se demande quelles aventures incroyables les marins de l'époque ont pu vivre à bord de ces bateaux, dont la plupart sont des tonniers construits au début du XXe siècle. Bon Rémi, là on est parmi les quelques carcasses qui restent, Oui. parce que c'est rien, on ne se rend pas compte, mais combien il y avait de tonniers à voile à Ouais. Etel? Oh, faut bien compter 250, il y a eu une époque. 250. Oh oui, oui. Oh là 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 là. Rémi, lui, a travaillé sur un tonnier quand il était adolescent. Une époque dont il se souvient bien volontiers avec un brin de nostalgie et un soupçon d'amusement. J'ai fait 2 saisons complètes. À la bord. pêche au thon? Ah oui, comme mousse. Oui, il s'appelait le tonnier. Alors le bateau, j'ai fait le miroir de justice pendant 2 années. Le miroir de justice. Miroir de Il y avait justice. des noms incroyables quand même. Ben, ah oui, les noms, il faut voir les noms qu'ils avaient aussi ouais, ouais. à l'époque. Oui, ah oui, ah oui. Et c'était pas trop dur? Non, on ne peut pas dire que c'était un métier fatigant. Quand il n'y avait pas de vent, on ne faisait rien du tout. Quand il y avait trop de vent, on ne faisait rien du tout parce qu'il fallait mettre à la cape. Ah oui, oui. Bah oui. Alors on ne travaillait que quand il y avait un vent potable. Combien de temps ça durait la pêche là? Ben, le plus que j'ai vu, moi, sur le miroir de justice dont je vous parlais, là, c'était 32 jours de mer. Ah oui. Alors là, il n'y avait plus d'eau. Il fallait faire fondre un peu de glace quand on avait besoin d'eau. Il n'y avait plus de pain.
Il fallait s'attaquer à une caisse de biscuits qu'ils avaient à bord, encore vraiment de pénurie. Et là, on n'avait plus rien. Bon, hein, on va aller voir le petit, là. Ouais. La pêche au thon, qui assurait à l'époque une forte activité à l'embouchure de la Ria, a décliné avec le temps. Aujourd'hui, le produit star du coin, c'est l'huître. 75 parcs s'épanouissent dans les eaux fraîches de la rivière. Des huîtres spéciales que vous pourrez découvrir un peu à l'écart de la Ria, au marché bio d'Auray. Sur la place de cette cité accueillante, Gilles ne se lasse pas de flâner au milieu des étals, garnis de bons produits du terroir. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Anne-Gilda, ostréicultrice passionnée par son métier. Bonjour Anne. Ah, salut Gilles. Ça va bien? Oui. Et toi? Ouais, tu te promènes? Je me promène, je viens faire un peu le marché moi aussi. Ouais, t'as raison. Il y a la particularité que je ne travaille qu'avec de l'huître sauvage, qui est née en Bretagne. Oui. Donc je fais venir par des pêcheurs professionnels, bien sûr, qui vont les ramasser. Et ils me les déposent et je les reçois en paquet comme ça. Oui, oui. Et après, donc, je les décolle toutes une à une et je les mets en poche. Et ensuite, je les laisse grandir sur le parc. Et une fois qu'elles sont arrivées à taille marchande, je les vends. Chez Anne-Gilda, on cultive l'huître depuis 3 générations. Des huîtres creuses qu'elle élève pour qu'elles soient bien gourmandes. Et alors, tu fais des huîtres bien charnues, Bien iodées. bien iodées. Beaucoup de caractère, comme moi. Ouais. Ouais, je vois ça, oui. C'est pour ça que je suis toute seule à travailler chez moi. Qui veux-tu qui me supporte? Donc pour ouvrir l'huître, tu vois, on met toujours sur un chiffon. On garde l'huître dans la main, c'est comme ça que les accidents arrivent souvent. Hein. Donc on la pose sur un chiffon. Et puis là, en général, la nature est bien faite. Il y a juste la petite encoche pour mettre le couteau. Donc on appelle ça la charnière. Donc on glisse le couteau dans la charnière, on enfonce un petit peu. Puis dès qu'on sent que ça a cédé, on soulève le couvercle et on vient couper le muscle. Le muscle, il se trouve toujours 2 tiers, 1 tiers de l'huître, toujours à droite. Voilà. On peut vider un petit peu l'eau déjà, sinon après ça en fait beaucoup. Ouais. Avant de les déguster, Anne-Gilda a une petite astuce pour savoir si les huîtres sont bien fraîches. Donc pour voir qu'une huître est bien vivante, on fait une petite impulsion sur le manteau autour de l'huître. Et quand il se rétracte, le manteau, ça veut dire que l'huître, elle est bien vivante parce qu'elle se rétracte sur elle-même. C'est une position de défense. Pour savourer les appétissantes huîtres d'Anne-Gilda, quoi de mieux que de se rendre là où elle les élève? Pour cela, il nous faut retourner dans la Ria, à Bels, plus exactement entre la pointe de Roquenec et la pointe de Royanec. Un site où se mélangent tranquillement les eaux salées de l'Atlantique et l'eau douce de la rivière d'Etel. C'est ici que notre ostréicultrice de choc a mis en poche ses petites protégées qu'elle bichonne avec le plus grand soin. Allez hop, on décroche la poche, juste pour la tourner. Oui. On entend le crissement des huîtres. Oui, alors, ça veut dire quoi ça? Et le crissement des huîtres, c'est toute la pousse, toute la petite dentelle qu'il y a autour. C'est la pousse qu'elles ont effectuée depuis que je les ai mises en place. Ah ouais. En général, chaque trait correspond à une saison de l'année. Ah oui? Ouais. Tu vois, comme pour les arbres où on compte le nombre d'années avec les ronds, et pour les huîtres, chaque trait, c'est pareil. Assez parlé, place à la dégustation. Un moment privilégié pour Gilles. Alors. Et là, on va goûter une huître directe du parc. Ah, dans le parc. Ouais. Super bien pleine. De la vraie spéciale. Merci. Tiens, Bah écoute. fais-toi plaisir. Ah, il y a beaucoup de saveurs. Hein. Je me sens mieux déjà. Ah, une cure de jeunesse. Hein? Très bonne. C'est plein d'oligo-éléments, les huîtres. Hein. Je sais bien. Donc, du magnésium, du potassium, du fer. Une huître, il faut toujours la mâcher. Ah oui, Parce je la que croque. Ouais.
quand tu la mâches, tu as un premier goût qui arrive. Ah, puis après, ça revient quand on croque comme ça. Et ça reste en bouche. Oui. C'est comme le vin. Oui, non, mais c'est vrai. Mais sauf qu'on n'est pas saoul à l'arrivée. C'est presque toute la puissance de la mer qui remonte dans la bouche. Ah oui. C'est vrai, ça donne l'impression de croquer de la mer. Des bonnes huîtres, un croque comme ça, c'est génial. Hein. Ouais. Et oui, Gilles, vous pouvez être fier de votre ria. À coup sûr, un des plus beaux endroits du Morbihan. Dirigeons-nous maintenant un peu plus au nord pour nous intéresser à un secteur moins connu, mais tout aussi fascinant. Bienvenue dans l'arrière-pays morbihanais. Composé de grands plateaux, traversé par de multiples rivières, l'intérieur des terres mérite lui aussi que vous vous y intéressiez. Un territoire qui raconte l'histoire du Morbihan et qui vous réserve bien des surprises. Valérie habite ici depuis plus de 40 ans. Grâce à son métier de photographe, elle capture inlassablement la beauté des paysages de sa région. Pour commencer notre virée en sa compagnie, elle a choisi de vous présenter l'un des sites les plus populaires de ce coin de France, le lac de Guerlédan. Ce gigantesque lac artificiel a été créé dans les années 20 pour alimenter l'usine hydroélectrique située près du barrage. Aujourd'hui, c'est aussi une réserve d'eau potable pour la moitié ouest du Morbihan et un lieu de promenade au point de vue panoramique époustouflant. Mais si Valérie a choisi de vous y amener, c'est parce qu'en 2015, le lac a dévoilé ses mystères pendant quelques mois, le temps d'une mise à sec. Celle qui va vous faire plonger dans l'histoire du lac de Guerlédan, c'est Charlène, guide touristique dans la région. Le barrage en soi, il est imperméable, mais par contre, il faut repasser une couche, puisque ça faisait quand même 30 ans qu'il était sous l'eau. Comme une bonne couche d'enduit ou... Voilà, c'est ça. Ici, la dernière vidange a eu lieu en 85. Ça fait donc 30 ans que le lac n'a pas été asséché. Oui, je me souviens, j'étais au collège et on avait visité, évidemment, voilà. 85. Cet événement exceptionnel est aussi l'occasion de revenir sur l'histoire des gens de la vallée du Blavet. Car la création du barrage a eu pour effet de noyer le secteur sur plus de 8 km, entraînant l'immersion de nombreuses fermes et des maisons des ardoisiers qui habitaient ici. Donc là, Charlène, on arrive sur quel type de maison? Alors ça, c'est une maison ardoisière où les ardoisiers vivaient en fait, pour ceux qui travaillaient l'ardoise. Ouais. Puisqu'ici, dans la vallée de Trègue-Menton, c'est là qu'on va avoir le plus de mines d'ardoise. Neuf carrières d'ardoise ont été englouties sous le lac de Guerlédan, mettant un terme à l'activité des gueules bleues du Blavet. Une économie qui a pourtant fait les beaux jours de la vallée. Ça a permis vraiment le commerce de l'ardoise ici. D'accord. C'est quelque chose qui a vraiment permis à la Centre-Bretagne de s'enrichir. L'autre richesse de ce centre-Bretagne, le Cresse-Braise comme on dit ici, ce sont les légendes locales peuplées de corrigans et de fées. Celle du lac de Guerlédan est plutôt sombre, mais empreinte d'une certaine poésie. On a une légende dans le lac de Guerlédan. On dit qu'il y a un clocher englouti et que lorsque le lac est plein et si on entend les cloches sonner, ça veut dire que c'est l'Ankou qui vient nous chercher. Et l'Ankou en Bretagne, c'est la mort. D'accord, parce que j'ai déjà entendu parler de cette histoire et les gens, des fois, cherchent ce fameux clocher. Non, on n'a pas de clocher, c'est vraiment une légende, ce clocher n'existe pas. Les sceptiques auront eu tout le temps de vérifier pendant les 6 mois où le lac a été vidé. Car Guerlédan a désormais retrouvé son niveau habituel, alimenté par le canal de Nantes à Brest. Suivons cette eau qui file au gré des verts paysages de cet arrière-pays morbihanais. Vous allez voir que ce canal de Nantes à Brest est une attraction à lui tout seul. Un cours d'eau au charme bucolique, construit au XIXe siècle sur les ordres de Napoléon,
qui devait absolument contrecarrer le blocus maritime des Anglais sur le littoral. L'approvisionnement des ports étant impossible, il fallait trouver une alternative par les voies intérieures. Kader est tombé amoureux de ce canal lorsqu'il est arrivé en France, en 1965. Quand j'ai vu l'eau de partout, moi qui suis natif du désert saharien, où on avait l'eau était vraiment perfusée dans la Palmeraie. Et en voyant cette eau-là qui jaillissait de partout, ça a été un choc par rapport à cette immensité de l'eau. Un véritable coup de foudre pour Kader, aujourd'hui incollable sur cet incroyable canal qui a tant pesé sur l'histoire locale. Donc la période napoléonienne qui a connu les débuts de construction du canal a succédé à la période de la monarchie qui s'est rétablie à la chute de Napoléon. Le rôle stratégique du canal a complètement disparu et il est devenu un rôle économique. Et c'est là qu'on a continué à désenclaver la Bretagne. Le rôle, c'était vraiment de relier Saint-Malo, Brest, Arzal, Lorient, etc., Nantes, au centre de la Bretagne. Et les seules voies qui existaient, c'était les rivières. Donc l'ingénieur Bouessel avait cette mission-là de rendre toutes les rivières navigables. Et le canal a créé une sociologie formidable parce qu'il y avait les éclusiers, il y avait les bateliers, il y avait les commerçants, il y avait les charretiers qui venaient avec leurs charrettes transporter la marchandise. Et ça a fait un lien social d'une écluse à l'autre, d'une maison éclusière à l'autre, d'une ville à l'autre. Et donc le canal a été vraiment un des premiers facteurs de désenclavement de la Bretagne intérieure. Kader pourrait vous parler des heures de son canal où s'écoulent paisiblement les eaux bretonnes. Le canal de Nantes à Brest sur 360 km est un livre ouvert sur le cœur, sur le terroir, sur les riverains, sur toute l'histoire de la Bretagne. Il pourrait également vous décrire dans le détail les 238 écluses qui jalonnent le canal. Nous vous proposons de vous arrêter à l'écluse de Lille, celle que bichonne Jean-Yves depuis une douzaine d'années. Le soleil nous accueille sur l'écluse de Lille. Et voilà mon copain. Salut, bonjour Jean-Yves. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Alors on écluse. Ah ouais. Fidèle au poste. Voilà. Hop là. Hop là. Bon. Valérie, tu vas me larguer là. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir. Allez, Kenavo, à Michel. À très bientôt et merci pour toutes ces belles histoires sur le canal. Merci Jean-Yves. Voilà, bienvenue à terre. La valse des manivelles commence. Une chorégraphie bien réglée, avec pour chaque bateau 480 tours de moulinet à effectuer pour Jean-Yves. Alors les gens nous demandent parfois si c'est dur. Bon, c'est pas. C'est ce que j'allais vous demander. C'est pas très dur. C'est démultiplié, j'imagine. C'est démultiplié, mais il faut quand même savoir que chaque porte pèse 2 tonnes et demie. Bah tiens, je vais te laisser essayer, Valérie. Oh là là. Je fais beaucoup de muscles, moi. Ça va être plus raide. Ah oui, c'est... ça te fait la journée. Bon, c'est bon, j'ai mon diplôme. Ah ouais, c'est bon. Oui, c'est dur, hein. Mais ne vous y trompez pas, Jean-Yves est bien plus qu'un tourneur de manivelle. Il conseille les plaisanciers et tient à cultiver un lien chaleureux avec les gens du coin. Beaucoup profitent du chemin de halage pour faire leur petite balade, parfois au pas de course et à la mode bretonne. Ah, c'est le temps, André. T'es au arbale. Ja. Ante. Mais blis die kerzel bij Brown nam ze die wijzun waar dromen. Ja. Bah allez, Kenavo Kenavo. Et puis la preuve, hein, on a des randonneurs, on a des sportifs. Poursuivons notre chemin au fil de l'eau pour nous rendre 20 km plus à l'est. Ici se dresse un des plus beaux monuments du Morbihan,
le château de Josselin. Une merveille de pierre qui trône sur la ville de Josselin. Pour en découvrir toute la beauté, il faudra vous rendre dans la cour intérieure. Bonjour Valérie. Bonjour Antoinette. Comment allez-vous? Très bien, par ce beau soleil. Un merveilleux temps pour admirer cette extraordinaire profusion de motifs architecturaux. Pour vous accueillir, la propriétaire Antoinette de Rohan. Elle vous fera voyager 500 ans en arrière aux origines du château. La splendide façade de Josselin est l'un des premiers exemples de la Renaissance en France. Elle a été bâtie dans les années 1500-1510 par notre ancêtre Jean II de Rohan, qui a probablement fait venir ici des architectes italiens, car elle est d'un raffinement tout à fait exceptionnel pour l'époque. Et vous pouvez admirer toute cette profusion de motifs décoratifs taillés dans le granit, qui est une pierre extrêmement dure à travailler. Et bretonne. Très solide. Et bretonne. Il y avait une carrière de granit tout près d'ici. Et c'est qui en fait aussi la solidité, ce qui fait qu'à part quelques petites restaurations qui ont eu lieu au moment de la grande restauration du château au XIXe siècle, cette façade avec tous ces motifs, tous ces emblèmes, toutes ces lettres sculptées sur la façade est restée absolument la même qu'en 1510. Donc vous êtes vraiment ici encore au début du XVIe siècle. C'est le duc Alain de Rohan qui, dès 1860, va consacrer toute sa vie à la restauration du château. À l'intérieur, chaque pièce a été restaurée. Les sculptures et les ensembles de mobilier prestigieux côtoient les symboles chers aux Rohan. Le losange, symbole familial, l'hermine bretonne, mais aussi une curieuse inscription dans le grand salon. Antoinette, expliquez-moi un petit peu à quoi correspond ce mot « à plus ». Alors, ça ne signifie pas du tout « à tout à l'heure », comme le croient souvent les scolaires quand on les amène ici. C'est une autre signification. A plus, c'est la devise des Rohan, un brin orgueilleuse, qui signifie « il n'y a rien de supérieur à nous », rien que ça. Dans ce château de Josselin, une autre inscription raconte l'histoire de France. Ce A, qui n'est pas là par hasard, c'est l'initiale d'Anne de Bretagne, nièce de Jean II de Rohan et reine de France. Jean II avait beaucoup favorisé le mariage de sa nièce avec le roi de France. Le roi, pour le remercier, lui a permis de lever des impôts et de recueillir des fonds d'argent qui lui a permis donc de construire ce très beau logis Renaissance. Quittons maintenant Josselin et ses grands personnages pour nous intéresser à une autre particularité du coin. Car l'histoire du Morbihan, c'est aussi des hommes et des femmes qui œuvrent à sa gastronomie. Direction, Guémené-sur-Scorff, une halte obligatoire pour les amateurs de charcuterie. Bonjour Benoît. Bonjour. Bienvenue à la maison de l'andouille. L'andouille de Guémené, bien sûr. Un savoir-faire unique en France que maîtrise parfaitement Benoît, passé maître dans l'art de faire l'andouille. Ce que j'ai devant moi, c'est l'équivalent quasiment de 3 ventrées, c'est-à-dire les gros intestins de 3 cochons. Et avec ça, vous allez faire une andouille. Une andouille. On va dire grosso modo 3 kg de matières premières qui vont donner l'équivalent de 600 grammes d'andouille finie. Car dans l'andouille, vous ne trouverez pas de viande, mais bien des intestins. Dans le métier, on appelle ça des chaudins. Après les avoir triés, il faut les assembler en couches successives. Donc c'est un peu répétitif, mais c'est nécessaire. Et c'est vraiment ça, la spécificité de l'andouille de Guémené, si on la compare à une autre andouille. Un tour de main que maîtrise parfaitement Benoît, puisqu'il travaille depuis 25 ans de cette façon. Vient ensuite la phase de fumage qui dure au maximum 48 heures, puis le séchage qui peut aller jusqu'à 9 mois. C'est comme une pièce unique finalement, chaque andouille. Oui, chaque andouille est unique. De là à dire que c'est une œuvre d'art, je ne sais pas, mais j'ai tendance à comparer ça,
justement c'est rigolo, à des enfants. On les fait à peu près de la même manière, on n'obtient jamais la même chose. D'accord. Voilà. Et dans toute la période de séchage, c'est comme des enfants en bas âge. Si on détourne l'attention un petit moment, il y a toujours une boulette qui arrive. Et voilà le résultat. Une andouille fabriquée à Guémené-sur-Scorff que vous ne croiserez nulle part ailleurs. Le corps du Christ. Amen, Père Benoît. Ah, c'est étonnant. Ah oui, oui. C'est parfait, moi, je dirais. Ah oui. Très, très bon. On sent le fumet. Voilà. Le Morbihan possède décidément bien des richesses. Pour finir de vous convaincre, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin. Un lieu situé à l'extrême sud du département et qui à lui seul vaut le détour. Bienvenue dans le golfe du Morbihan. Ici, les îles sont reines et forment un paysage à nul autre pareil. La légende locale assure qu'il y en aurait autant que l'année compte de jours. En réalité, il n'y a pas 365 îles ici, mais plutôt une quarantaine éparpillées sur 115 km². Pour partir à l'abordage de ce territoire où l'eau est omniprésente, vous serez accompagné par Patrick. Cet amoureux de la nature connaît chaque plage, chaque rocher de son petit coin de paradis. Il y trouve la matière première à son art, le bois flotté, qu'il transforme en tableau. Des créations réalisées dans son atelier et qui évoquent immanquablement le milieu marin qu'il affectionne tant. Avec lui, votre virée bretonne commence naturellement sur l'eau. Salut Vincent, ça va? Tu m'attendais? Ça va, ouais, vas-y, embarque. On y va? Hop. En compagnie de Vincent, qui navigue dans le golfe presque tous les jours. Finalement, c'est pas le désert ici, il y a toujours du monde. Je suis rarement seul. Les deux compères vous amènent sur l'un des endroits les plus sauvages du golfe, l'île d'Ilure. Vincent en est le gardien, une sorte de Robinson Crusoe qui habite ici une partie de l'année et connaît ce petit bout de Bretagne comme sa poche. Alors là, c'est la grande plage ouest, tu dois connaître, c'est la principale plage. Oui. C'est là où le maximum de gens arrivent avec leur propre bateau. Super jolie plage. Ilure est une île à part dans le golfe. Rachetée par le Conservatoire du littoral en 2008, elle est un refuge pour bon nombre d'espèces. Ici, les animaux sont chez eux. Alors là, on est sur la partie nord de l'île, il y a 40 hectares sur Ilure. La richesse d'Ilure, c'est d'avoir vraiment une grande variété de milieux naturels qui est typique des îles du golfe du Morbihan. C'est de préserver un petit peu cette diversité de paysages pour un maximum de biodiversité, faune, flore, des oiseaux, des insectes, pas mal de plantes, notamment au printemps. Ouverte au public, elle est aujourd'hui une promenade unique, une sorte de communion avec la nature, loin du tumulte des îles plus fréquentées du golfe. Si vous croisez quelqu'un ici, ce sera probablement l'une des 20 brebis de type Lande de Bretagne, race qui a failli disparaître et que Vincent contribue à sauvegarder. En poussant votre visite jusqu'au sud de l'île, vous pourrez flâner dans le village restauré d'Ilure. Et si vous y rencontrez Vincent, il vous racontera volontiers l'histoire de ce petit hameau et des gens qui vivaient ici autrefois. Alors là, Vincent, on arrive dans le village d'Ilure. Voilà, donc ce joli village authentique, une dizaine de petites maisons, une chapelle. Il faut s'imaginer que fin 19e siècle, il y avait 6-7 familles de fermiers qui exploitaient l'ensemble de l'île. Qui exploitaient aussi l'estran, il y avait quelques ramasseurs de coquillages et puis, pour les familles et puis quelques pêcheurs. Voilà, donc fin 19e, il y a 25-30 personnes. Vincent a implanté ici l'eau potable et l'électricité avec l'objectif de redonner un peu d'autonomie à l'île et retrouver l'esprit de liberté qui régnait autrefois sur Ilure. La petite communauté vivait en effet en autarcie jusque dans les années 60. Une vie que l'on imagine paisible, avec toutefois quelques dérapages.
Alors Vincent, j'ai entendu dire également qu'ici sur l'île, il y avait une histoire de vin fou. Qu'est-ce que c'est? Il y avait du vin de produit, hein, comme dans tout le secteur, hein, presqu'île de Ruisse, les îles, à Élure notamment. Il y a eu de la vigne et du vin produit avec un cépage qui s'appelle le Noah, enfin, qui s'appelait le Noah. Ah, le Noah, oui. Et qui a été interdit parce que, bon, pour des raisons économiques, mais aussi pour le fait qu'apparemment il était un petit peu trop alcoolisé, donc il rendait fou. Et donc le cépage a été interdit en fait par l'État français. Du coup, il a été arraché sur l'île en 1945 ici. Vincent a encore bien d'autres histoires à vous raconter sur Ilure et sur ses habitants. Et les visiteurs, y compris les plus petits, ont bien d'autres aventures à vivre sur cette île. Mais revenons un peu sur Terre pour nous diriger vers l'Armor Baden. Un petit port idéalement situé au cœur du golfe du Morbihan. C'est en général le point de départ des navettes qui font visiter le golfe. C'est ici que nous allons poursuivre notre balade avec Michel. Il œuvre à la sauvegarde d'un des symboles du patrimoine maritime. Michel, salut. Bien, salut. En plein boulot? Ah oui, absolument. Toujours besoin d'être tapé? Ah oui, oui. C'est la petite dernière qui vient se faire un lifting. Ah bah c'est plus qu'un lifting, hein, c'est plus qu'un lifting. Michel et sa joyeuse équipe de bénévoles restaurent des plattes. C'est même beau à voir. Ces petits bateaux à fond plat, typiques du golfe, retrouvent une deuxième jeunesse sur le chantier de l'association. Alors donc, le but de l'association, c'est de faire revivre le patrimoine, perpétuer l'histoire. Et alors, vous avez de demandes qui viennent de particuliers On a des bateaux qui nous tombent de partout, si je puis dire, parce que les gens ont le bateau de leur père, de leur grand-père, ont un bateau dans leur jardin, ont un bateau devant chez eux, qui s'abîment et ils viennent nous voir en disant « Est-ce qu'il peut être réparé? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir de le faire renaviguer ?» Donc vous avez encore du pain sur la planche. Oh bah c'est quasiment sans... Longue vie à l'association. Oh oui, oh oui, oui, oui. Déjà 12 plattes rénovées par Michel et ses camarades. Les apprentis charpentiers chouchoutent des bateaux qui, en général, datent des années 60. Ici, il y avait, mettons, une douzaine ou une quinzaine de chantiers différents. À l'Armor Baden, il y en avait 2, je crois. Enfin, et chacun avait sa petite signature. On pouvait se dire, tiens, cette plate-là, elle vient de chez un tel, ou celle-là, elle vient de chez un tel. Ah, d'accord. Chaque artisan apportait sa petite signature. La signature de Michel et de sa petite équipe, la bonne humeur. À la santé des gars du bâtiment. Aux marins, hein, aux marins, aux grands marins. Hein. Et quand il ne restaure pas des plattes, il navigue sur des plattes. Car si à l'origine, cette embarcation servait aux ostréiculteurs pour travailler sur leur parc à huîtres, les Morbihanais l'ont vite adoptée pour leur loisir. Tous les gens du coin ont eu une plate quand ils étaient petits. C'est très patrimoine familial, ça, la plate. Hein. Voilà. C'est un bateau de Monsieur Tout-le-Monde du Golfe. Hein. Voilà. Ce sont des bateaux, comme ils sont plats, ils permettent d'aller absolument partout. Une plate, c'est capable de naviguer dans 10 cm d'eau. Ah, voilà. Ça nous permet d'aller sur les îles, faire des pique-niques. Il n'y a aucun interdit. Pas besoin de quai, pas besoin de... Pas besoin de quai, rien du tout. Aller à la pêche, ramasser des huîtres, etc. Ah oui, vous avez la même activité finalement qu'autrefois, quoi. Oui. Voilà. À moteur ou à voile, la plate est donc le moyen le plus simple pour accoster les nombreuses îles du coin. Avec Patrick, découvrons à présent la plus mystérieuse d'entre elles. L'île de Gavrinis et son curieux monticule de pierre. Un minuscule îlot que vous pourrez aborder après une traversée en navette d'à peine 10 minutes. Une fois sur place,
Vous vous laisserez guider par Florence, qui accueille les visiteurs de février à octobre. Comment ça va? Très bien. Vous êtes bien installé là? Ah bah oui, là c'est... Aux premières loges. Ah oui, c'est un endroit On a une vue extraordinaire. magnifique. Ouais. Là, la jument qui a donné Le courant son de la nom jument. à la passe. Oui, bien sûr. Tu sais que c'est le deuxième courant le plus fort d'Europe. Alors, je suis aussi kayakiste. Alors, bah oui, je l'ai fait bien à sûr. kayak. D'accord. Des vitesses démentielles. Donc là, pas de souci. Voilà, je m'adresse à un averti alors. La première chose à voir à Gavrinis, c'est effectivement ce panorama unique sur le golfe. Un paysage qui n'a pas toujours été baigné par la mer. On a beaucoup de plongeurs qui sont mandatés par des archéologues et ils retrouvent beaucoup de menhirs sous l'eau. Pour te donner une idée, il y a 6000 ans, la mer se trouvait environ à 6 voire 7 km au-delà de nos côtes. Ah, d'accord. Tu vois cette île de Bos, la Méaban? Méaban, oui. Eh bien, Méaban faisait partie du continent. Ah, d'accord. Donc toutes nos îles, il y a 6000 ans, c'était des collines. Et Gavrinis, c'était la colline la plus haute du Golfe. D'accord. Ah oui, ce qui explique la construction du cairn. Le cairn, c'est ce monument de pierre de l'époque néolithique qui trône sur l'île. Pour comprendre pourquoi cette construction est unique au monde, il faut se faufiler à l'intérieur de son étroit couloir. Alors fais attention, baisse bien la tête et regarde bien le sol, qui est inégal. Les pieds et la tête. Les pieds et la tête. Donc c'est ce qu'on appelle un cairn, c'est-à-dire une tombe à couloir. Ce couloir mène au dolmen, à la chambre funéraire. Qui se trouve derrière nous au fond. Voilà, donc c'est une tombe. D'accord. Découverte en 1832, cette tombe renferme des dessins sculptés dans le granit d'une rare complexité et d'une beauté singulière. Tu vois, toutes les pierres sont décorées partout, du toute haut la surface. jusqu'en bas et surtout de la largeur. On n'a pas 1 cm² de vide, on occupe tout l'espace. D'après les dernières datations, ce monument est daté de 4100 avant notre ère. On peut dater d'une manière aussi précise. Oui, 4100 avant notre ère. Et on sait que ces pierres ont été gravées sur 2 générations d'artistes. Les archéologues restent sceptiques face à ces gravures énigmatiques. Après presque un siècle d'études, les dessins de Gavrinis n'ont toujours pas livré leurs secrets. Si ça garde une part de mystère, c'est encore plus beau. On n'est pas obligé de tout expliquer. Laissons là Gavrinis et ses mystères. Nous vous proposons maintenant de découvrir le golfe du Morbihan autrement. Rentrons au port et retournons sur la terre ferme. Tout au fond du golfe, à Vannes plus précisément, Patrick a rendez-vous dans cette maison à l'étrange garage. Il ne sait pas encore qu'il va contempler son golfe comme il ne l'a jamais vu. Bonjour. Bonjour, Patrick. Alain. C'est un petit peu spécial ici comme architecture. C'est une maison américaine en bois. Et c'est normal d'avoir une grosse porte comme ça. Qu'est-ce que ça cache? Ça, c'est pour l'avion, ça. Vous avez bien entendu. Dans son immense garage, Alain, féru d'aéronautique, abrite 2 avions. Ah je comprends mieux pourquoi tu as besoin d'un garage aussi grand. Grand garage parce que c'est ma voiture et que ça prend de la place. C'est ma voiture volante. Alors c'est peut-être avec ça qu'on va découvrir le golfe, non? Éventuellement. C'est plutôt sympathique. Allez. Pour mieux vivre sa passion, Alain a décidé de s'installer près d'un aérodrome, à Monterre Park, un village aéronautique. Il en existe moins d'une dizaine en France. Et pour accéder à la piste d'envol, il faut traverser le quartier en avion. Personne à droite. Personne à droite. Allez, on y va. La route est dégagée. En moins de 5 minutes, Alain et Patrick sont sur le tarmac.
Embarquement immédiat à 2000 pieds au-dessus du golfe. La grande île, hein, c'est l'île d'Arts devant nous. Hein. L'île d'Ilure, de Godec. Et là, on a une vue sur toute la baie. Morbihan signifie petite mer en breton, un nom qu'il doit à son magnifique golfe. Alors là, c'est gentil de faire un petit virage sur l'aile parce que j'essaie de trouver ma maison qui est juste dans la baie du Lindin. Oh là là, quelle carte postale, c'est magnifique. Tu vois, moi qui ai sillonné les golfs de long en large avec planche à voile, bateau, kayak, etc. Alors là, c'est une vue, c'est une redécouverte en fait. Une balade exceptionnelle que vous aussi vous pourrez vous offrir au départ des aérodromes voisins. Du golfe à l'arrière-pays, en passant par sa splendide Ria d'Etel, le Morbihan a bien des richesses à partager. Alors à bientôt, ou comme on dit ici, Kenavo Avechal.